total au niveau du cordon. La supplémentation martiale chez les nouveau-nés prématurés de 2 à 3 mg kg jour de fer est conseillée à partir de J15 de vie s'il y a tolérance alimentaire. Donc, il est aussi recommandé de faire la vaccination avec du sérum anti-D chez les mères de registre négatif. Japon. Donc, en conclusion, nous dirons que l'anémie est fréquente en période néonatale, en particulier chez les nouveau-nés prématurés. Ces étiologies sont multiples, mais surtout l'hémolyse et l'hémorragie et le défaut de production. Son traitement est basé essentiellement sur la transfusion de globulaires et cette transfusion est non dénuée de risques, d'où l'intérêt d'établir des protocoles de prise en charge bien codifiés en insistant sur les stratégies préventives, notamment le clampage retardé du cordon, la supplémentation en fer et l'administration d'érythropoïétine chez les nouveau-nés prématurés. Je vous remercie pour votre attention. OK. Nous vous remercions également de votre présentation. Les experts de la néonate, c'est bien. Donc, vous avez fait 2 présentations en une matinée, c'est très bien. Alors, est-ce que les membres de l'équipe ont des choses à ajouter? Étant donné que vous êtes au N, donc vous devez vraiment partager votre expérience avec vos collègues. Allez-y rapidement. Si parmi l'équipe, il y a des gens qui peuvent contribuer rapidement, il est 13 heures, qu'on puisse souffler un peu, remonter la glycémie et revenir. Les autres membres de l'équipe. Est-ce qu'elle n'a pas oublié d'autres causes d'anémie néonatale? À votre avis? Elle a tout donné, elle a été exhaustive. Pavillon N, est-ce que vous avez d'autres causes probables ou possibles d'anémie néonatale? D'après votre expérience, hein? Je ne parle pas de la littérature. Depuis que vous êtes au pavillon N, ou bien lors de vos gardes, ou bien lors des étapes? C'est les professeurs. C'est effectivement les causes qu'elle a énumérées. Juste qu'effectivement, c'est vrai que c'est des nouveau-nés, mais on a eu à voir que même avec des taux faibles, par exemple 10 grammes d'hémoglobine, des fois, des enfants, des nouveau-nés qu'on a eu à transfuser plusieurs fois, ou bien qu'on a eu à transfuser une fois qui supportent quand même, c'est 8 grammes d'hémoglobine. Parce qu'on a eu un cas d'anémie par incompatibilité dans le système Rhésus, donc confirmé par un test de Kumps qui est revenu positif, qu'on a eu à transfuser quand même, qui après plusieurs transfusions a eu 8 grammes, mais quand même qui est arrivé à supporter. Donc, même chez les nouveau-nés, des fois, quand ils supportent leur taux d'hémoglobine, malgré leur transfusion, il ne faut pas s'acharner pour avoir des taux très, très, très élevés, les supplémenter et après les surveiller. Merci. Alors, ce qu'elle dit, c'est très important. J'avais noté quand elle parlait des recommandations de la HAS en 2015. Alors, il faut vraiment faire très attention dans les recommandations. Je n'ai rien contre la HAS, c'est bien. Donc, chaque pays a ses recommandations, mais il faut contextualiser les recommandations. Par exemple, si vous citez les indications transfusionnelles, en fonction de l'état de l'enfant et en fonction du traitement, par exemple, quand vous parlez de réanimation, ventilation, etc., dans nos pays, en dehors des centres hospitaliers universitaires, vous n'aurez pas la haute réanimation néonatale. Hein? Un peu. Donc, il faut contextualiser et il faut appliquer les protocoles qui sont disponibles dans vos différents services. En tout cas, pour la néonatologie, vraiment, on n'a pas les mêmes expériences. Il faut, c'est vrai, être à jour des recommandations internationales. Et 2015 me paraît assez ancien. Je ne sais pas si ce sont les dernières recommandations parce que ça change énormément dans les protocoles. Il faut vérifier à propos de la haute autorité de santé, est-ce qu'il y a une autre recommandation en dehors de celle de 2015 avant de valider. Et je ne vous demande pas de valider les recommandations étrangères, valider les recommandations de vos services. Par exemple, ceux qui sont pavillon N, vous avez un protocole qui est disponible, appliquez-le. Ceux qui sont à principal, pareil, vous avez le protocole local, donc appliquez vos protocoles locaux. Ça, c'est très important. Deuxième élément, la tolérance. Il ne faut jamais transfuser un enfant sur la base d'un
taux d'hémoglobine, quel que soit l'âge de l'enfant. Il faut toujours transfuser en fonction de la tolérance. On a dit hier, une anémie aiguë n'a pas la même tolérance qu'une anémie chronique. Une anémie chez un enfant qui est né à terme, qui est eutrophique, avec un bon pas de naissance, sans facteur de risque, n'aura pas la même expression, la même tolérance qu'une anémie chez un nouveau-né prématuré, ou bien un nouveau-né infecté, ou bien un nouveau-né qui a une asphyxie périnatale. Donc, tenez compte de l'ensemble de ces éléments avant de décider de transfuser. Le taux d'hémoglobine, encore une fois, c'est indicatif, mais c'est le terrain qui est important à considérer. Et un enfant, c'est un tout. Ce n'est pas seulement la pâleur. Peut-être qu'il est pâle, mais il a une fracture quelque part. Peut-être qu'il est pâle, mais il a une infection sévère quelque part. Voilà, donc tenez compte de l'ensemble de ces éléments-là. C'est très important. Merci, Dr. Yacine. D'autres interventions? Pavillon N. Tout est OK? Alors, dans le plan généralité diagnostic. Alors, j'avais dit tout à l'heure, éclater le diagnostic. Vous dites une généralité. Dans les généralités, il y a 1, 2, 3. Et ne mettez pas directement diagnostic positif. Dites diagnostic. Et dans le chapitre diagnostic, vous sortez 1, diagnostic positif, 2, diagnostic de retentissement, 3, diagnostic étiologique. Parce que l'ensemble constitue le chapitre diagnostic. Et maintenant, vous faites le traitement. Et le traitement, c'est toujours 2 volets, curatif et préventif. Donc, essayez d'avoir cette structure-là pour l'ensemble des leçons. Si c'est un plan diagnostic, toujours la même chose. Et vous classez les éléments dans les rubriques. Et si c'est un plan signe, vous faites, après les généralités, grand 1, vous faites signe. Et dans signe, vous avez un sous-chapitre qui s'appelle type de description, que vous allez choisir vous-même, on ne vous l'impose pas, et les formes cliniques. D'accord? Et dans le type de description, vous terminez par l'évolution. Et cette évolution va servir de transition pour les formes cliniques. Mais pour cette leçon-là, resserrer un peu le diagnostic dans le plan. Et en principe, quand il s'agit d'un plan diagnostique, après les circonstances découvertes dans le chapitre diagnostic positif, c'est l'examen qui vient. Alors que s'il s'agit d'un plan diagnostique, après le chapitre signe, dans le chapitre type de description, vous avez type de description, vous décrivez les signes, signes fonctionnels, signes généraux, signes physiques. C'est ça la différence. Quand c'est diagnostic, vous êtes circonstance de découverte examen. Mais quand c'est un chapitre signe, c'est une leçon signe, vous avez un chapitre signe. Dans le type de description, vous allez décrire les éléments en tenant compte des signes fonctionnels de la maladie, des signes généraux et des signes physiques. Et cela vous permet de ne rien oublier. Les signes fonctionnels, c'est ce qu'on découvre à l'interrogatoire. Les signes fonctionnels, ce sont des signes anamnésiques. Les signes généraux, c'est le coup d'œil, ce que vous faites quand vous venez de recevoir l'enfant, plus les constantes de mensuration. Et les signes physiques, ce sont les éléments que vous aurez à l'inspection, à la palpation, à la percussion et à l'auscultation. Maintenant, après avoir examiné complètement l'enfant, vous faites les examens complémentaires ou bien vous dites signe paraclinique. Et là également, vous seriez examen d'orientation, examen de certitude, biologie, biochimie, microbiologie, imagerie, ainsi de suite. Vous commencez par les choses les plus simples et vous terminez par les choses les plus compliquées, tout en restant vraiment cohérent dans la logique. Et après tout cela, maintenant, vous faites le diagnostic différentiel, diagnostic avec ces différents chapitres, positif, différentiel, étiologie, et vous traitez. D'accord? Donc, retenez ce plan-là, essayez de l'appliquer. Peut-être d'ici la fin du séminaire, vous aurez un peu acquis la procédure. Ça, c'était sur la forme. Sur le fond, alors dans la définition, je ne sais pas trop, est-ce que c'est moi qui n'ai pas noté? Est-ce que vous avez parlé de l'âge, 0,28 jours, dans la définition? Non, j'ai dit que c'est inférieur à la moyenne pour l'âge postnatal. Mais quand on vous dit anémie néonatale, c'est 2 termes. Anémie du nouveau-né. Vous définissez anémie, c'est bien, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas défini nouveau-né. Parce que quand vous dites pour l'âge postnatal, jusqu'à présent, nous sommes tous dans l'âge postnatal. Hein? Et nous ne sommes plus des nouveau-nés. Donc, vous délimitez la tranche d'âge 0,28 jours. Quand on vous donne un titre
que ce soit une question à traiter, que ce soit une présentation à faire, une conférence à faire, etc., la